Je pensais autrefois que, tant que les parents étaient assez stricts et fermes, leurs enfants finiraient par obéir. Mais la réalité cesse de révéler complètement différente de ce que j'avais imaginé. Chaque jour, la même scène se répétait. Je disais quelque chose une première fois, et mon enfant n'écoutait pas. Je le répétais. Elle continuait à faire exactement ce qu'elle voulait. À la troisième fois, je me sentais irrité, épuisé, et même en train de douter de mes capacités de parent, surtout lorsque nous étions dehors, en public. Il suffisait d'un moment de plainte ou d'une voix un peu trop forte pour sentir des dizaines de regards se tourner vers nous. Des regards qui jugent, des regards critiques, des regards qui semblaient murmurer « Pourquoi tu n'arrives pas à contrôler ton enfant ?» Mais ce qui m'a vraiment fait tout remettre en question, c'est lorsque j'ai vu des enfants japonais tout petits, à peine plus âgés que le mien assis calmement dans le train, attendant patiemment au restaurant et coopérant sans qu'aucun adulte n'ait besoin de hausser la voix. Je les regardais, stupéfait, et je me demandais pourquoi eux y arrivent, et pas moi. J'ai longtemps cru que la réponse était une discipline très stricte, mais la vérité s'est révélée totalement différente. En observant la manière dont les parents japonais éduquent leurs enfants, j'ai compris une chose essentielle. Mon enfant n'était pas difficile à éduquer. J'utilisais simplement la mauvaise approche. Plus j'observais, plus je réalisais quelque chose auquel je n'avais jamais pensé. Le problème ne venait pas de l'enfant. Le problème venait de ma façon de comprendre l'enfant. Je croyais autrefois. Si mon enfant n'écoutait pas, elle faisait preuve d'entêtement. Si elle ne coopérait pas, elle se comportait mal volontairement. Si être parent me semblait difficile, c'était parce que mon enfant était compliqué. Pour qu'elle m'écoute, je devais être stricté, ferme et autoritaire. Mais en observant les parents japonais, j'ai découvert la différence la plus importante. Ils ne se concentrent pas sur le comportement. Ils se concentrent sur la racine du comportement. Et la racine se trouve toujours dans les émotions, les besoins, la connexion. Ils comprennent que un enfant qui n'écoute pas n'est pas méchant, son système nerveux est submergé. Un enfant qui crie ne t'attaque pas, il se noie dans des émotions qu'il ne sait pas encore gérer. Un enfant qui refuse de coopérer n'est pas défiant, il se sent en insécurité ou déconnecté. La parentalité japonaise repose sur une idée profonde. Un enfant ne peut pas apprendre à bien se comporter tant qu'il lutte encore avec ce qu'il ressent. Autrement dit, les enfants n'écoutent que lorsque leurs émotions sont stables et que leur connexion avec le parent est intacte. C'est pour cela que les parents japonais crient rarement. Non pas parce qu'ils sont trop doux, mais parce qu'ils savent que crier ne règle jamais la vraie cause. Au lieu de se demander « Comment faire pour que mon enfant m'écoute maintenant ?» ils se demandent plutôt « Qu'est-ce qui a fait que mon enfant cesse de déconnecter de moi ?» Quelle émotion est à l'origine de ce comportement? Comment puis-je créer un environnement sûr pour qu'il coopère? Et lorsque j'ai compris cela, j'ai réalisé que, pendant tout ce temps, j'essayais de réparer les feuilles alors que les parents japonais nourrissaient les racines. Pourquoi l'approche japonaise fonctionne? En observant de plus près, j'ai découvert que l'éducation japonaise repose sur 3 principes psychologiques extrêmement puissants. 1. Les enfants en écoutent. Que lorsque leurs émotions sont régulées, un enfant anxieux, en colère, dépassé ou surstimulé ne peut pas absorber d'instructions. Son cerveau passe de mode apprentissage à mode survie. Crier affaiblit l'écoute. Cela ne la renforce pas. Les parents japonais calment d'abord le système nerveux de l'enfant, puis guident le comportement. 2. De petites habitudes quotidiennes construisent des comportements durables. Les enfants japonais ne naissent pas calmes. Ils grandissent dans un environnement où l'ordre et la routine façonnent doucement leur sens des responsabilités. Des habitudes quotidiennes comme attendre en file, ranger soigneusement leurs chaussures, nettoyer après avoir joué, parler doucement en public, essuyer la table après les repas, font partie de leur identité. Non pas enseignées une seule fois, mais répétées avec constance. 3. Les enfants apprennent en observant, pas en écoutant. Cette prise de conscience a tout changé pour moi. Les parents disent souvent « Arrête de crier, sois poli, range tes jouets ». Mais les enfants apprennent de ce qu'ils voient, pas de ce qu'ils entendent. Les parents japonais sermonnent très peu. Ils montrent le comportement qu'ils souhaitent et les enfants le reproduisent naturellement. Un changement de croyance. Une fois que j'ai compris tout cela, beaucoup de croyances auxquelles je tenais se sont effondrées. Je pensais « Mon enfant n'écoute pas parce qu'elle est têtue ». Les enfants ont besoin d'une discipline stricte pour bien se comporter. La punition est nécessaire pour obtenir du respect. Parfois, crier est la seule solution. Mais j'avais tort. Mon enfant ne me défiait pas,
Elle essayait de communiquer. Le comportement n'est pas l'ennemi. C'est le message. Et dès que j'ai changé ma façon de voir mon enfant, tout a commencé à changer. The Sept. Japanese Parenting Secret. 1. Ami. The deep emotional bond formed in early childhood. In Japan, there is a deep belief. To raise an independent child later, you must first allow the child to fully depend on you during the early years. It sounds contradictory, but it aligns perfectly with modern developmental psychology. Japanese parents often hold their children a lot, respond very quickly, whenever their child needs them. Allow children age 0-3 to follow the mother or father everywhere. Give their child the feeling of being unconditionally loved. Many people assume this will make children clingy or weak. But in reality, children who have strong emotional attachment to be less rebellious because they do not need to fight for attention through negative behavior. A child who feels valued and deeply loved naturally forms the thought, I don't want to make my parents sad. That is the foundation of genuine cooperation. Et 2. Teaching through action, not words. Japanese parents believe that what children see is far more important than what they hear. Instead of yelling, clean up your toys. Stop making a mess. You must be polite. They choose to demonstrate the behavior. For example, a Japanese mother will quietly sit on the floor, gather toys one by one, and say, let's return the toys to their home. Children will observe, imitate, and adopt it as the standard behavior. Science calls this learning by imitation. Children under 7 learn fastest through observation rather than verbal instruction. That's why Japanese children say thank you, keep quiet in public, sit still in restaurants even when no one forced them. Annure 3. Oui is more important than me in Japanese culture. Children are taught they are part of a group, and their behavior affects those around them. This is taught through simple phrases. Let's speak quietly so others can relax. If everyone ran like you, the restaurant would be really noisy, right? We keep things clean so other kids can have space to play. Children gradually learn empathy, awareness, perspective taking. Obedience doesn't come from pressure. It comes from understanding. I do this because it's good for everyone. When a child understands they belong to us, they naturally adjust to maintain harmony. 4. Using natural conséquences, not punishment. Japanese parents don't believe in punishment. They believe real-life consequences teach best. Examples. Refuse to wear a coat, feel cold outside. Throw toys aggressively, toys break, feel the loss. Don't put things away, can find them later. Importantly, no yelling. No I told you so. No shaming. No fear. Parents simply say, how do you feel now that the toy is broken? What should we do differently next time? Children draw their own lesson. No fear. No resistance. Natural consequences build true self-discipline. 5. Small responsibilities, big value in Japan. Children are given responsibilities very early. Not as punishment but as a sign of trust. A 3-4-year-old can water plants, fold towels, wipe table, help place dish, on the dining table. Older children clean their classroom, sweep hallways, help serve lunch, prepare their school items. No one does the tasks for them. No one demands perfection. Parents simply say, thank you, you helped a lot. Feeling useful is one of the strongest motivations for a child to cooperate. When a child believes, I am a contributor, not a burden, they naturally behave responsibly and respectfully. 6. Gentle persistence, not battle. One of the things that amaze me most is that Japanese parents rarely confront their children. When a child doesn't want to leave the playground, they don't yell, go home right now. They kneel down, look into the child's eyes, and say, you're having fun, right? But it's time to go. Would you like one last slide or say goodbye to the swing? The small choice helps the child feel respected, not forced. Parents repeat the request with the same gentle tone until the child agrees. Boundaries remain firm, but the child's emotions are honored. This is the key to discipline without tears. 7. Emotional regulation. Through the parents' calmness. Japanese parents see their own calmness as the emotional compass for their children. When a child screams, gets angry, parents do not erupt emotionally. They sit close, place a gentle hand on the child's shoulder, whisper, I'm here with you, and breathe slowly for the child to mirror.
Research shows children's nervous systems synchronize with their caregivers. The calmer the parent, the faster the child calms down. Children gradually learn that big emotions are not dangerous. They can soothe themselves. They can choose how to respond. This is the foundation of self-control, cooperation, respect, emotional intelligence. Après avoir observé la parentalité japonaise, j'ai réalisé de nombreuses erreurs que la plupart des parents modernes, moi y compris, commettent souvent. Attendre que les enfants écoutent immédiatement, croire que crier crée du respect, exiger des comportements que nous ne montrons pas nous-mêmes, avoir des limites incohérentes, faire les choses à la place de l'enfant au lieu de montrer, lui apprendre, punir au lieu de guider. Ces erreurs affaiblissent la connexion parent-enfant et rendent la coopération plus difficile. Ce qui m'a apporté le plus de réconfort en apprenant des parents japonais, c'est ceci. Tu n'as pas besoin d'être un parent parfait. Ton enfant n'a pas besoin d'un parent sans défaut. Ton enfant a besoin de quelqu'un qui écoute, de quelqu'un qui sait faire une pause, de quelqu'un qui s'excuse quand il se trompe, de quelqu'un qui reste calme quand la situation devient difficile, de quelqu'un qui essaie d'être meilleur qu'hier. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Juste une phrase douce, un moment de patience, un comportement montré, une petite responsabilité confiée à ton enfant, de petits changements. Répéter chaque jour crée des transformations profondes. Si tu es en train de regarder ceci, je veux que tu saches. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas un mauvais parent. Tu es quelqu'un qui essaie d'apprendre, de comprendre et d'aimer mieux. Et cela fait déjà de toi un parent formidable. Si tu veux continuer à découvrir l'approche japonaise douce, respectueuse et profondément efficace, merci d'aimer cette vidéo et de t'abonner pour que nous puissions poursuivre ensemble ce voyage si précieux. La parentalité est longue, mais elle est magnifique, et je marche à tes côtés.